J'ai décidé à mon tour de profiter des paradis fiscaux. Je n'ai aucun capital à y placer, mais comme chacun, je peux y faire des affaires. Alors c'est décidé, je vais y monter une entreprise pour importer mes boules de neige de Chine et payer le moins d'impôts possible sur ce commerce. Première étape, l'uniforme. Et en route vers les îles Vierges britanniques, aux Antilles. Un archipel débordé par les touristes américains venus en voisins et en amoureux des Caraïbes. Ils profitent de la plage en ignorant que leur destination de vacances est avant tout un paradis fiscal en plein essor qui détourne en toute légalité les impôts de leur pays. Nous sommes en pleine récession. Notre budget s'y attaque et présente tous les moyens nécessaires pour réduire le déficit de moitié. Qu'est-ce que vous attendez de moi? Que je vide des caisses qui sont déjà vides? Ou que je donne des ordres à des entreprises à qui j'ai pas à donner d'ordre? Si c'est ça votre conception de la politique, ben on se trompe, on parle pas de la même chose. Réduire le débat politique français à la seule question du pouvoir d'achat, c'est absurde. La France dans le rouge et même dans le rouge vif. La dette publique a été multipliée par 5 en 25 ans, 1000 milliards d'euros. Pour être plus clair, c'est comme si chaque Français était endetté à hauteur de 18 000 euros. Je suis à la tête d'un État qui est en situation de faillite sur le plan financier. Je suis à la tête d'un État qui est, depuis 15 ans, en déficit chronique. Je suis à la tête d'un État qui n'a jamais voté un budget en équilibre depuis 25 ans. Et moi, je suis le citoyen de cette France en déficit chronique depuis 20 ans. Pourtant, je paye mes impôts. Alors je me demande où est passé l'argent qui nous manque si cruellement. J'ai cherché, et j'ai découvert que tous les ans s'évadaient de France vers les paradis fiscaux 50 milliards d'euros, soit plus que le déficit budgétaire. Alors pour mon enquête, j'ai fait fabriquer symboliquement des petits paradis fiscaux. Des ouvriers chinois ont sculpté pour le film une île, 2 palmiers et un drapeau avec $1 dessus, comme n'importe quel îlot découvert à marée basse et qui n'a pas besoin d'impôts. Chaque année dans le monde, des dizaines, de milliers, de milliards de dollars disparaissent vers les paradis fiscaux pour échapper aux taxes. Inutile de commencer mon enquête sous les tropiques. Une partie de l'argent de nos déficits est amassée ici, à 10 km des côtes françaises, à Jersey, une petite île britannique de la Manche. Bonjour monsieur. Vous savez ce que c'est? C'est un paradis fiscal. Est-ce que ça vous intéresse? Bonjour, vous voulez un paradis fiscal? C'est fait spécialement pour Jersey. Apparemment, ici, le détournement fiscal n'est ni un sujet de plaisanterie, ni un sujet de discussion. Il faut dire que tout le monde est banquier, avocat ou comptable, et que la première qualité qu'on leur demande, c'est la discrétion. La deuxième, c'est de savoir compter. À Jersey, tout ce petit monde gère un magot de plus de 650 milliards d'euros, qui, grâce à un système de lois très bienveillantes, échappe à l'impôt. 650 milliards d'euros, c'est le double du budget de la France. Et tout cet argent,
et dissimulés derrière des sociétés écrans dirigées par des prête-noms, des hommes de paille. J'ai rendez-vous avec une des rares personnes qui ose parler. Il connaît parfaitement le système. Il s'appelle John Christensen. Après avoir lui-même prêté pendant des années son nom à de grandes sociétés, il a tout arrêté pour créer le premier réseau mondial de lutte contre les paradis fiscaux. Ici, tout le monde peut être un homme de paille, un directeur de paille ou encore un actionnaire de paille. Moi-même, j'étais un homme de paille pour plusieurs entreprises quand je travaillais dans la banque. Ils ont toujours besoin de noms pour former des compagnies offshore. Dès qu'ils créaient une société, ils me faisaient signer une lettre de démission antidatée. Et quand j'ai quitté l'entreprise de comptabilité dans laquelle je travaillais, immédiatement, j'ai été rayé de la liste des prête-noms et des postes de directeur fictifs. Vous voyez, n'importe qui peut servir d'homme de paille. Il y a beaucoup d'argent à Jersey. Les avocats et les banquiers touchent d'énormes salaires. Le problème, c'est qu'ils ne créent pas d'argent. En réalité, ils attirent ici des fortunes qui ont été créées dans d'autres pays, en Europe, en Afrique, en Amérique du Sud et en Amérique du Nord. Leur travail consiste précisément à drainer les capitaux hors de ces pays vers les paradis fiscaux uniquement pour échapper aux impôts. Résultat, à Jersey, il y a plus de banques que de pubs, plus de cabinets d'avocats que de fish and chips. Et le système attire de plus en plus de monde. Plusieurs sociétés internationales envisagent de venir s'installer ici pour échapper à l'impôt. Parmi elles, John Christensen nous annonce des mastodontes comme Google. Dans les paradis fiscaux, on ne manque pas d'imagination pour faire venir le client. Tout est possible, même les scénarios les plus improbables. Jersey est l'un des plus gros exportateurs de bananes vers l'Europe. Bien sûr, aucun bananier ne pousse ici. Le climat ne le permet pas et aujourd'hui, il gèle à pierre fendre. Mais sur le papier, les bananes sont exportées hors des pays producteurs d'Amérique centrale vers des paradis fiscaux. Au passage, les paradis fiscaux prennent bien sûr leur part de bénéfices. Le résultat est que sur le prix payé par le consommateur dans le pays d'arrivée, pratiquement aucun impôt n'est payé sur ces bananes. Et aucun impôt n'a été payé non plus dans le pays producteur. Tous les bénéfices s'échappent vers Jersey ou vers les îles Caïmans, aux Bermudes ou encore au Luxembourg. En matière d'évasion fiscale, les plus touchés sont les États-Unis. À Washington, ils sont quelques incorruptibles à dénoncer ces abus et à rappeler que les impôts sont le prix à payer pour une société civilisée. Raymond Baker dirige le Centre de politique internationale à Washington. Homme d'affaires prospère, il a compris en devenant un jour le conseiller de plusieurs pays en voie de développement que le système des paradis fiscaux était le talon d'Achille du capitalisme. Depuis, il a écrit un livre, un best-seller, dénonçant la grande évasion. Le système des paradis fiscaux a été inventé par les Suisses et inscrit dans une loi de 1934 qui a fait du secret bancaire une politique d'État. Depuis ce moment-là, si un banquier dévoile des informations sur des comptes en banque de clients étrangers, cela devient un crime. Après les Suisses, les Britanniques ont suivi et ont créé à leur tour des paradis fiscaux aux Bermudes, aux Bahamas, ainsi que dans d'autres endroits. Tout cela se passait à la fin des années 40.
Dans les années 60, il existait déjà 5 voire 6 paradis fiscaux dans le monde. Et depuis, il y en a combien? Aujourd'hui, il y en a 72 et ils se sont répandus sur toute la planète. On estime que les paradis fiscaux abritent plus de 11 000 milliards de dollars appartenant à des particuliers. Et il faut rajouter à cette somme l'argent des entreprises, soit plusieurs autres milliers de milliards. C'est une partie colossale de la richesse du monde qui se cache dans les paradis fiscaux et qui, pour la plus grande part, échappe aux impôts. C'est effrayant parce que cela a 2 terribles conséquences. Cela détruit le capitalisme et deuxièmement, ce système porte un coup fatal au développement économique des pays pauvres. L'affaire est sérieuse à Washington. Le puissant comité d'enquête du Sénat, qui s'est toujours attaqué aux ennemis de l'Amérique, de la mafia aux blanchisseurs d'argent, dénonce à son tour le système. Au terme de son enquête, il a siégé en audience publique, sous la présidence du sénateur Coleman. L'audience du comité d'investigation du Sénat est ouverte. Les paradis fiscaux abritent plus de 1 500 milliards de dollars de capitaux américains. Cette évasion représente par an une perte de 70 milliards de dollars pour le Trésor. Ces paradis fiscaux prétendent être transparents. Ils se disent même prêts à lever le secret sur leurs pratiques. C'est faux. Ils sont devenus les territoires sans foi ni loi du monde financier. Robert Roach est le directeur des enquêtes du comité. De son bureau, dans les années 50, le sénateur McCarthy lançait sa croisade anticommuniste. Cette photo est là pour nous rappeler ce que nous ne devons pas faire. C'est une des premières fois qu'une caméra est autorisée à filmer ici. J'ai pensé que ça pouvait vous intéresser. Ça date de 1966, le premier rapport sur les paradis fiscaux. Chaque centime qu'un contribuable ne paye pas parce qu'il échappe à ses devoirs en envoyant de l'argent vers un paradis fiscal est un autre centime qu'un honnête contribuable devra payer à la place pour financer le gouvernement. Quand les paradis fiscaux et leurs promoteurs élaborent des montages frauduleux pour éviter l'impôt, ils savent très bien que la facture de l'État sera de toute façon payée par les honnêtes contribuables. Ils alourdissent le poids de l'impôt qui pèse sur Monsieur Tout-le-Monde. Et en faisant ça, ils déclarent une guerre économique à ces honnêtes citoyens. Il est possible que rien ne soit illégal dans tous ces montages. Mais je vous demande, où est la moralité qui devrait guider certains dans leur réussite économique? Liechtenstein, Suisse, Monaco, Jersey, Bermudes. Les premiers paradis fiscaux avaient de vraies allures de paradis. Et comble du cynisme, aujourd'hui le système s'installe même dans les pays ruinés par la grande évasion fiscale. Sur le trottoir devant la Maison-Blanche, Charles Amoua-Sante m'a donné rendez-vous. Il est expert comptable, ghanéen, et son pays, le Ghana, va devenir le premier paradis fiscal d'Afrique. Vous devriez aller au Ghana si vous vous intéressez aux paradis fiscaux, parce que mon pays est en train d'en devenir un. Et les conséquences risquent d'être désastreuses. Il est grand temps que les élites, que les politiques et que le peuple comprennent vraiment, réellement ce vers quoi ils s'engagent. Chers clients, voici le tout dernier produit en ville. Le Ghana, c'est le bon élève de l'Afrique. Riche en or, en bois et depuis peu en pétrole. Politiquement, c'est un pays stable, pas d'émeutes, pas de révolte.
Ajoutez à cela qu'il est aussi entouré d'États bourrés de richesses minières, mais où conflit oblige, il ne fait pas bon laisser son argent. Alors le Ghana est bien l'endroit idéal pour installer un paradis fiscal. La nouvelle réjouit les banquiers. Et dans le petit quartier des affaires d'Accra, la capitale, on vend désormais des cravates et la place de cordonnier est de plus en plus convoitée. Si on se débrouille bien, le Ghana va devenir la Suisse de l'Afrique. Les banquiers rêvent de la Suisse, de ses comptes numérotés, secrets, et de ses exonérations d'impôts. Leur secteur est promis à un bel avenir. Dans la rue, le Ghanéen moyen ignore totalement que son pays ne taxe plus les industries minières, pas plus que le revenu des économies des riches étrangers. Nous, on gagne rien à vendre nos produits dans la rue. Mais ça n'empêche pas le gouvernement de vouloir nous faire payer des impôts. Les policiers veulent nous regrouper dans un marché pour nous contrôler et nous faire payer des taxes. Mais comment voulez-vous que nous payions des impôts alors que nous avons à peine de quoi vivre ? Le Ghana est une vraie démocratie. Comment un tel virage économique a-t-il pu s'imposer ? Le docteur Koumbour y est opposé. Il est député, économiste et le spécialiste fiscal de l'opposition parlementaire. Docteur Koumbour, est-ce vrai que le Ghana veut devenir un paradis fiscal ? Absolument. Plus nous entrons dans l'économie libérale, plus nous accordons des exonérations d'impôts pour attirer les investisseurs étrangers dans notre pays. Et c'est même devenu le premier attrait de notre pays. C'est ce qui attire les capitaux et certains entrepreneurs ici. Et le résultat, c'est que nous perdons beaucoup d'argent à cause de ces mesures. Et c'est une bonne chose pour le Ghana ? Bien sûr que non. Nous ne devons pas devenir un paradis fiscal. Il suffit de voir comment sont les Bahamas et les autres pays de la sorte pour comprendre que notre place n'est pas à leur côté et que nous n'avons rien à y gagner. Je peux en parler avec vous à l'intérieur ? Bien sûr, vous êtes le bienvenu. Au Parlement, l'opposition n'a rien pu arrêter. Il n'y a pas eu de débat au Ghana. Le président Kufuor, conseillé par des professionnels internationaux de la finance, a fait confortablement voter par sa majorité une loi faisant du Ghana le 73e paradis fiscal du monde. Depuis, c'est le gouvernement qui réglemente l'application de la loi en toute discrétion. Et la discrétion, c'est déjà la première qualité d'un paradis fiscal. Un projet de loi a bien été présenté devant le Parlement et il a même été débattu. Mais depuis, le projet est pris dans les rouages administratifs et nous ne contrôlons plus rien. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, mais de façon simple, pourquoi ce n'est pas bon pour votre pays ? Je vais essayer. Quand vous utilisez le mot paradis, vous pensez à un endroit hors d'atteinte. Mais concrètement, quand vous dites « cet endroit est un paradis fiscal », vous voulez simplement dire qu'il est une planque, dont les investisseurs profitent parce qu'il offre un régime fiscal très permissif. Dans cette planque, ils ne paient pas d'impôts ou des impôts très faibles, bien en dessous des standards internationaux. Et les conséquences sont évidentes. Nous avons besoin de nos impôts pour développer le pays. Nous avons besoin de nos impôts pour les affaires publiques, pour avoir de bonnes écoles ou de bons services de santé. Alors si l'argent au Ghana ne rentre plus dans les caisses de l'État, parce que nous avons fait de notre pays un paradis fiscal, nous perdons nos revenus et ce n'est pas bon pour le pays. Est-ce que vous pensez que les Ghanéens vont bientôt vivre au paradis ? Écoutez, ça ne peut pas être le paradis. On ne peut pas dire alors aux Ghanéens « Bienvenue au paradis ». Ah non, vous ne pouvez pas dire ça. À Accra, le marché est le poumon économique de la ville. Il s'étend sur des hectares. La réforme des banques, personne n'en voit l'intérêt. Et même en miniature, on ne veut pas d'un paradis fiscal. Qui veut mon paradis fiscal? C'est une bonne affaire. En promotion, un paradis fiscal.
1 million. Oh, c'est bon, mais tu vends ça 1 million? Moi, je t'en donne 500. Promotion spéciale. Bienvenue au pays de Barclay, disent les publicités. Le long des routes, ceux qui tirent les ficelles de la nouvelle économie s'affichent déjà. La Barclays, vieille institution britannique, vient d'ouvrir la première banque offshore du pays. Catherine Hadot dirige la toute nouvelle Barclays Offshore. Une banque née avec de bons parrains. Will this affect your work? All right, okay. That was when La plaque a été posée pour l'inauguration de la banque offshore, en présence du président de la République et du président de la Barclays. La décoration a été spécialement choisie. Il faut attirer une clientèle haut de gamme, la séduire et la rassurer. On viendra ici pour déposer des millions de dollars. Voici le livre d'or. On y trouve d'abord la signature du président du Ghana. Bien sûr, celle du PDG de Barclays, Fritz Seegers. Vous trouverez aussi la signature du vice-président du Ghana, ainsi que celle de quelques ministres, et même là, l'ex-président du Nigeria, M. Obasanjo. Une banque du Nigeria, le pays le plus corrompu du monde, a failli ravir à la Barclays le privilège d'ouvrir la banque offshore. Mais la banque anglaise a été jugée plus convenable. J'ai un cadeau pour vous. Ça se dévisse? Non, retournez-le, c'est marqué en anglais. Oh, paradis fiscal. Qu'est-ce que ça vous inspire comme remarque? Nous n'essayons pas de créer un paradis fiscal au Ghana. Mais pour vous, par exemple, les îles Caïmans sont un paradis fiscal? Non. Ils sont des centres de services financiers, pas des paradis fiscaux. Écoutez, c'est la même chose. C'est un autre terme pour la même chose. Non, pas du tout. Il y a une grosse différence entre un paradis fiscal et un centre financier international. Un paradis fiscal n'offre que des avantages fiscaux qui attirent les gens, alors qu'un centre de services financiers offre les mêmes avantages fiscaux, avec en plus un ensemble de services qui couvrent tout le secteur. Un centre de services financiers, c'est l'appellation officielle du Fonds monétaire international. Les paradis fiscaux tiennent à ce cachet d'honorabilité. Ça sonne mieux et pour le client, quel confort de trouver aux côtés des banques offshore d'autres services comptables. Comment vous la trouvez? C'est vraiment joli. J'aimerais bien en avoir une pour mon bureau. Et dessus, j'écrirais PricewaterhouseCoopers. En bas, là. PricewaterhouseCoopers, le nom de la plus grosse entreprise d'optimisation fiscale. J'ai rendez-vous avec Georges Quatial, le responsable du département taxes. Dites-moi, si le Ghana réduit ses impôts, les riches seront de plus en plus riches et les pauvres de plus en plus pauvres. Je ne peux qu'aller dans votre sens. Mais j'aimerais quand même ajouter quelque chose. C'est vrai, les riches vont devenir encore plus riches. Cela va leur donner encore plus de pouvoir, mais ils pourront ainsi employer les pauvres. Les riches vont donc indirectement redistribuer leur richesse en cascade vers les pauvres. Résumons. Les riches deviennent donc plus riches, car ils ne payent plus d'impôts. Mais ils sont censés donner du travail aux pauvres, qui eux vont payer des impôts sur leurs petits salaires. Dans les quartiers pauvres d'Accra, il n'y a ni eau courante, ni assainissement. Bishop Akoglo est économiste, il ne croit plus au lendemain qui chante. La conséquence de notre transformation en paradis fiscal est que les multinationales vont devenir les gouvernants non élus de notre pays. Nos ministres seront en quelque sorte les patrons de grandes compagnies et ils nous dirigeront depuis leurs sièges sociaux à la place de l'actuel gouvernement. Les entreprises pourront venir ici et utiliser à leur convenance toutes les combines connues pour éviter de payer des impôts. Et ainsi, elles feront encore plus de profit pour leurs actionnaires et il n'y aura rien pour les citoyens. J'ai décidé à mon tour de profiter des paradis fiscaux.
Je n'ai aucun capital à y placer, mais comme chacun, je peux y faire des affaires. Alors c'est décidé, je vais y monter une entreprise pour importer mes boules de neige de Chine et payer le moins d'impôts possible sur ce commerce. Première étape, l'uniforme. Et en route vers les îles Vierges britanniques, aux Antilles. Un archipel débordé par les touristes américains venus en voisins et en amoureux des Caraïbes. Ils profitent de la plage en ignorant que leur destination de vacances est avant tout un paradis fiscal en plein essor qui détourne en toute légalité les impôts de leur pays. À Tortola, les habitants savent depuis longtemps que l'argent fait tourner le monde et personne n'a oublié ici que les îles Vierges ont été un refuge de pirates. Cette boule de neige, son eau cristalline, c'est comme le ciel. De la petite terre émane et pousse tout ce qu'a fait le Seigneur. Et puis ces deux beaux arbres, ils s'offrent à nous, comme s'ils étaient un refuge, une protection. C'est joli, hein? En la regardant, on comprend que ce qui fait tourner le monde, c'est l'argent. Ils n'ont pas de neige sur leur île et pourtant ils ont une boule de neige. L'île est administrée par un fonctionnaire du ministère des Affaires étrangères britannique, David Perret. Monsieur le gouverneur profite de la vie à Tortola. À l'écouter, difficile de résister à la tentation de monter un business ici. C'est formidable de monter une affaire ici, plutôt que dans le nord de l'Europe. Ce mélange de la beauté et de la stabilité de nos îles, avec toutes les facilités que nos lois sur mesure procurent aux hommes d'affaires, forme vraiment un ensemble tout à fait satisfaisant. Et les chiffres parlent d'eux-mêmes. L'an passé, nous avons enregistré 70 000 sociétés nouvelles. Nous avons vraiment trouvé la bonne recette du succès. Au premier coup d'œil, rien ne distingue Tortola des autres îles des Caraïbes. Où sont les 70 000 nouvelles sociétés enregistrées par an? Dans la grande rue, je trouve un indice, une rangée de boîtes aux lettres anonymes. J'aurai peut-être bientôt la mienne. Une société déposée ici est totalement exonérée d'impôts. Un certificat de plus parmi les 350 000 entreprises enregistrées dans cette île de 18 000 habitants. 350 000 SARL, soit plus de 19 sociétés par habitant. Le bon job sur l'île, c'est d'être avocat, spécialisé dans le montage offshore. Il y a plus de 90 officines dans le secteur de l'optimisation fiscale. Je n'ai que l'embarras du choix. Pour ne pas me tromper, je vais demander des conseils à la plus ancienne, Arnaise, dirigée par Richard Parson. Je parie qu'il déteste que l'on dise que son île est un paradis fiscal. Voilà, c'est justement le nom qu'il ne faut pas utiliser. Centre financier offshore. Voilà ce qu'il convient de dire. C'est un cadeau pour moi? C'est presque trop lourd pour ramener à la maison. Les sociétés enregistrées dans notre île ont deux objectifs. Au niveau individuel, tout d'abord, elles servent à préserver la richesse. La plupart sont d'ailleurs des holdings d'investissement privés. Au niveau commercial, ensuite, elles sont utilisées pour faciliter les transactions internationales. Vous savez, il y a probablement aujourd'hui plus d'hommes riches sur cette terre que dans les années 90. Et il y a beaucoup plus de transactions internationales. C'est tout simple, c'est l'explication de notre succès. La mondialisation de l'économie a placé les clés de la réussite dans les mains de ceux qui possèdent des compagnies offshore. Désormais, les partenaires commerciaux cherchent des lieux neutres, sans intervention des États. Et les îles Vierges sont perçues comme neutres et sûres.
Désormais, il n'y a plus de fortune sans paradis fiscal. Aux îles Vierges, tout le monde s'en réjouit. Chaque société rapporte $300 par an. Les dernières élections ont désigné un premier ministre d'apparat dépendant du système financier. Les finances sont un secteur très puissant et très dynamique. Un secteur dirigé par la Commission des finances, qui est indépendante du gouvernement. Je précise tout de même que les lois et les règlements sont faits par le gouvernement. Mais la Commission, elle, est indépendante. Et je crois qu'ils sont 7 membres à diriger ces affaires-là. Il me reste à choisir un courtier pour enregistrer ma société. Je n'ai que l'embarras du choix. Je me rends en caméra cachée dans un cabinet qui a pignon sur rue, spécialisé dans la création de sociétés offshore. Bonjour, je m'appelle Frédéric Brunkel, je suis ici pour faire du business et je souhaite enregistrer une compagnie. Habituellement, tout se passe par Internet. Ils sont surpris de me voir sonner à leur porte. Combien de temps ça va prendre? Combien de temps? À peu près 3 jours. 3 jours. Il faut que nous remplissions le dossier et ensuite nous devons le déposer. En tout, cela va prendre 3 jours. Et comment fait-on pour le paiement? Je vous dois $1530, n'est-ce pas? Vous avez votre carte de crédit? Vous prenez la carte de crédit, mais alors c'est très simple. Une photocopie de passeport, un justificatif de domicile, une carte de crédit et les avantages de l'économie offshore s'offrent à moi pour à peine 1 000 €. Avant de partir, je souhaite offrir une dernière boule de neige à la directrice du Centre financier international des îles Vierges, Madame Lorna Smith. Paradis fiscal. Qu'est-ce que vous en pensez? Paradis fiscal? Je trouve que c'est un mot péjoratif. Nous n'aimons pas cette expression de paradis fiscal. Nous sommes un centre financier international, comme d'autres places financières, Dubaï, Londres, New York, Hong Kong. Nous ne sommes pas un paradis fiscal. Et puis, qu'est-ce que ça veut dire un paradis fiscal? Écoutez, c'est simple. Ma boule de neige coûte 5 € en Chine. Je veux la revendre à 15 € en France. Entre les deux, je vais utiliser ma société des îles Vierges pour l'acheter 5 € en Chine et je vais me la revendre à 13 € en France. Avec ce système, je ne déclarerai que 2 € de bénéfices en France. Je n'encourage pas ces pratiques un seul instant. Mais si vous pouvez le faire et que vous y trouvez votre compte et que c'est légal, qu'il en soit ainsi. Mais ces histoires de transfert de prix, je sais bien que c'est la bête noire du système économique. Mais les pays n'ont qu'à s'organiser et s'assurer que personne n'en abuse. Madame Lorna Smith a mis en place un arsenal de mesures fiscales et ne se sent pas du tout responsable de l'usage qui peut en être fait. Quant à moi, j'ai enregistré ma société offshore. Grâce à elle, je peux désormais domicilier ici, à l'abri des impôts français, une grande partie des bénéfices de mon activité d'import-export. Toutes les enseignes de la grande distribution procèdent de même. Elles regroupent tous leurs achats dans des paradis fiscaux pour alléger leurs impôts. Mais les vrais affranchis, ceux qui ont développé l'économie offshore, sont les multinationales de la comptabilité et du conseil. On les appelle les compagnies d'audit. PricewaterhouseCoopers. Ensemble, nous pouvons changer la façon dont le monde construit. Pense. Dans leur publicité récupérée sur YouTube, elles annoncent la couleur. Elles veulent changer le monde. On les appelle les Big Four.
les quatre grosses, KPMG, Deloitte, Ernst & Young et PricewaterhouseCoopers. Elles sont présentes dans tous les pays du monde. Côté pile, elles certifient les comptes des entreprises. Et côté face, elles travaillent à réduire par tous les moyens les impôts payés par leurs clients. PricewaterhouseCoopers, rejoignez-nous. Ensemble, nous pouvons changer le monde. Arnaud Chastel est le président du cabinet d'avocats associé à PricewaterhouseCoopers à Paris. Pour lui, le contournement des règles fiscales est justifié par le caractère excessif des impôts. Je crois qu'on n'a pas d'autre choix que de bouger. L'État français en particulier doit s'adapter. Certes, c'est une vision personnelle, mais c'est important pour les entreprises, car aujourd'hui, comme on le disait tout à l'heure, nous vivons dans un monde très ouvert, global. Les analystes financiers nous regardent notre performance, la performance financière des entreprises. Et donc, effectivement, si cette performance est altérée par une charge d'impôt très forte, notre compétitivité en souffrira. Et donc, il est important de ce point de vue-là qu'on puisse effectivement avoir une fiscalité qui soit réellement attractive et compétitive. PricewaterhouseCoopers est la plus grosse de ces sociétés d'audit. En matière de fiscalité, ils sont les maîtres du monde. Quand ils veulent une loi, ils l'obtiennent. En ce moment, ils créent un centre offshore à la Jamaïque et conseillent le Kenya. Ils analysent et détaillent les lois fiscales de tous les pays du monde pour les mettre en concurrence et offrir les meilleures solutions à leurs clients. Au siège international, à Londres, j'ai rendez-vous avec le responsable du département taxes, John Whiting. Je vous offre le cadeau et j'aimerais vous demander si l'économie du monde profite vraiment de l'existence des paradis fiscaux. Tous les paradis fiscaux? Je vois ce que vous avez en tête. Chaque pays, chaque paradis lève son impôt comme il l'entend. Par exemple, les pays d'Europe. Ils ont besoin de beaucoup d'impôts pour leurs services sociaux et tout ce qui s'y rapporte. Au contraire, les paradis fiscaux ne lèvent pas ou peu d'impôts. Dans des pays comme la France ou la Grande-Bretagne, il fait froid et il peut même neiger, alors les États aident leurs concitoyens. Dans un paradis fiscal, même s'il fait froid et même s'il neige, eh bien leurs citoyens doivent se débrouiller. Ce sont deux façons très différentes de considérer les choses. Les paradis fiscaux sont libres de choisir comment ils veulent vivre. Les citoyens, abandonnés sous la neige, n'auraient donc qu'à se débrouiller, et les clients de John Whiting, de profiter de la situation. À Londres, je vais rencontrer le pire ennemi de ces sociétés d'audit, l'homme qui les connaît le mieux, celui qui les comprend et les décrypte. Il s'appelle Richard Murphy. C'est un comptable de haute volée. Il a travaillé pour KPMG. Richard Murphy est désormais un consultant international et surtout un chercheur du réseau Tax Justice Network. Si je décidais d'utiliser mes connaissances des paradis fiscaux pour vivre, alors je travaillerais pour un paradis fiscal. Et je gagnerais plus d'1 million d'euros par an. Ça ne fait aucun doute. Mais j'ai choisi de ne pas le faire. C'est mon choix. Et je peux vivre avec ce choix. Ma femme peut vivre avec ce choix. Parce que je peux dormir la nuit. Je ne sais pas comment ces gens arrivent à dormir. C'est la grande différence. Moi, je ne pense pas que ce qu'ils font soit moral. Et comme je préfère vivre avec ma conscience en paix, alors je peux facilement ne pas être leur complice. Et même si le niveau de vie est très élevé dans les services financiers, eh bien je m'en fiche. C'est une histoire de qualité de vie. KPMG, nous y voilà.
Il y a quelques années, j'ai eu l'opportunité de demander au chef du département des taxes de KPMG pourquoi il travaillait avec plus de 40 paradis fiscaux. Il a été très surpris que quelqu'un puisse poser cette question. Et je le connais bien. Et je sais qu'il se fiche de savoir si c'est à Montserrat ou dans les îles Turques et Caïcos, ou encore aux îles Caïmans ou à Jersey. Tout ce qu'il recherche, c'est le meilleur moyen de faire voyager l'argent autour du monde pour ne pas payer d'impôts. C'est ça leur business. Et ils font payer d'énormes sommes d'argent à leurs clients pour leur garantir qu'ils ne paieront pas leurs taxes. Les Big Four jonglent en permanence à la limite de la légalité. Régulièrement, elles se font condamner pour fraude fiscale à grande échelle. Mais rien ne les arrête. Sans relâche, elles font pression sur nos États afin qu'ils diminuent à leur tour l'imposition des plus riches. Et ça marche. Kensington est un des endroits les plus chers pour vivre à Londres. Il faut des millions pour acheter une maison ici. Et les gens qui possèdent ces millions ne sont pas anglais. Ils parviennent à s'offrir des maisons uniquement parce qu'au Royaume-Uni, nous avons deux systèmes d'imposition. Le premier pour les gens ordinaires, qui sont des citoyens britanniques. Le second pour ceux qui ne sont pas britanniques, mais qui ont choisi de vivre ici. Nous appelons ça la loi fiscale des non-résidents. Grâce à cette loi, les étrangers payent uniquement des impôts sur leurs revenus anglais et ils sont exemptés de taxes sur tous les revenus qu'ils gagnent dans le reste du monde. Les Anglais, eux, paient des taxes sur l'ensemble de leurs revenus, quelle qu'en soit l'origine. Et c'est ça un paradis fiscal, un endroit qui accorde des avantages fiscaux différents aux gens qui ne sont pas citoyens par rapport à ceux qui en sont citoyens. Bishop Avenue, au nord de Londres. Au numéro 18, je sonne au palais d'été de Lakshmi Mittal, le géant de l'acier. Bonjour. J'ai un cadeau pour Monsieur Mittal. Vous pourrez lui donner la prochaine fois qu'il passe par ici? C'est de la part de qui? Mais c'est une boule de neige paradis fiscal. C'est pour Monsieur Mittal, parce que grâce à sa maison, il ne paye pas d'impôts. Lakshmi Mittal est la 3e fortune du monde. Il a acheté sa résidence londonienne 120 millions d'euros. Une excellente affaire puisque depuis, il ne paye plus d'impôts sur les revenus de son groupe. Cela crée des divisions dans notre société. Ces maisons sont devenues inabordables pour les gens ordinaires. Et leur prix tire vers le haut le marché de l'immobilier, non seulement à Londres, mais dans tout le pays. Le problème est qu'ici, nous avons besoin de professeurs, nous avons besoin de pompiers ou de policiers, mais ils ne peuvent plus se permettre d'habiter dans le cœur de Londres. Ils sont obligés d'aller vivre à 80 voire 100 km et de faire la navette pour assurer un travail dont les gens qui vivent dans ces maisons ont pourtant bien besoin. Cette réalité détruit le sentiment d'appartenance à une même société dont nous devons tous assurer la bonne marche en fonction de nos moyens. Les gens savent que ce n'est plus le cas aujourd'hui. Certaines personnes contournent les règles et du coup la tentation de les imiter devient contagieuse. La confiance dans la loi et le respect de notre système d'impôts se perdent, alors il devient de plus en plus aléatoire de garantir les services publics dont pourtant personne ne peut se passer. Les gens veulent de la sécurité sociale, ils veulent une bonne police, un bon système éducatif, une bonne armée, mais ils ne veulent plus payer pour ces services, car ils savent que certains ne le font pas. Ça m'inquiète. Ça m'inquiète pour l'avenir de la démocratie. Monsieur Hans Rausing, milliardaire, héritier des emballages Tetra Pak, élève des serres dans le Sussex. Pour l'aider, Bruxelles lui verse une subvention agricole. Hélas, Bruxelles ne sait pas qu'Hans Rausing a acheté sa propriété de Warders Park, précisément pour ne pas payer d'impôts sur ses revenus. Bonjour, j'ai un cadeau, une livraison pour Monsieur Rausing. Oui, quel type de livraison? C'est un cadeau.
Ils sont de la télévision française et ils ont un cadeau pour le professeur. C'est marqué paradis fiscaux. Qu'est-ce que c'est? C'est une boule de neige. Monsieur Rausing, le milliardaire, ne paye pas d'impôts, mais il redistribue. Avec tout l'argent économisé, il emploie généreusement à l'année un jardinier et un majordome, qui, eux, payent leurs taxes. En décembre dernier, le gouvernement britannique a voulu réduire les avantages concédés aux riches propriétaires étrangers. Ils ont alors menacé de quitter le pays et Londres a cédé et annulé la réforme. Les Rolling Stones. Made in, paradis fiscal et imposé dans un paradis fiscal. De l'authentique musique détaxée. C'est notre sujet, non? Depuis les années 70, tous leurs impôts sont gérés de l'extérieur du Royaume-Uni. Ainsi, ils se garantissent un taux d'imposition de 1 ou 2% maximum sur les revenus de tous leurs concerts et sur tous leurs droits d'auteur. Là encore, c'est un fonctionnement caractéristique des paradis fiscaux. Bien entendu, les Stones ne font rien aux Pays-Bas et aux Antilles hollandaises, mais c'est bien là-bas qu'ils payent leurs impôts. Les Stones ne sont pas les seuls. La combine a fait des émules dans le rock et la pop. Le 8 janvier dernier, je décide ainsi de me rendre à l'Élysée. Bono, le chanteur du groupe irlandais U2, est reçu par Nicolas Sarkozy. Bono poursuit sa tournée des grands de ce monde pour leur demander de lutter contre la pauvreté, de consacrer plus d'argent public à la recherche contre le sida. Une belle âme, Bono. Nous avons parlé de la dette et des trithérapies. Hélas, son groupe, U2, a fait comme les Rolling Stones. Il a défiscalisé en 2006 217 millions d'euros de droits d'auteur vers un paradis fiscal. Monsieur Bono, vous avez parlé d'optimisation fiscale avec le président Sarkozy? Non. J'ai un cadeau pour vous, monsieur. Monsieur Bono, j'ai un cadeau pour vous. Merci beaucoup. Regardez, c'est une boule de neige paradis fiscal. Ok, mais je n'ai rien à voir avec ça. Et j'espère que vous direz la vérité. Les portes de la limousine se referment sur Bono et la dernière boule de neige remise dans ce film. Bono, le philanthrope, l'emporte avec lui. Sans le savoir, ces dernières années, nous avons changé d'époque. L'économie capitaliste traditionnelle marque désormais le pas au profit de la finance offshore. Pour Raymond Baker, l'incorruptible homme d'affaires, c'est tout l'équilibre économique qui est en danger. Le capitalisme a perdu la main. Il ne remplit plus son rôle. Il ne redistribue plus les bénéfices du développement économique. Au cœur de cet échec, vous trouvez le système des paradis fiscaux qui prend l'argent des mains de 80% de la population pour la donner à 20% de la population mondiale. Cette tension dans le système démocratique est l'un des enjeux du XXIe siècle. Les paradis fiscaux sont devenus les acteurs incontournables du nouveau commerce mondialisé. Ils plongent notre économie dans l'opacité. L'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789 énonce que les impôts doivent être répartis également entre les citoyens. Il a été écrit il y a plus de 2 siècles.